Bonjour. Alors aujourd'hui, j'interviens sur un thème particulier qui est la question de la démesure de l'homme dans son rapport à la nature et à lui-même, et je le fais à la demande de Stéphane Vendée, à partir d'un livre que je vais présenter, qui s'intitule justement « L'inquiétante tentation de la démesure, l'homme face à la nature et à lui-même », dont je vous montre ici la couverture. Voilà. Alors, ce qui a suscité chez moi l'envie d'écrire un livre pareil, c'est tout simplement la situation actuelle que nous connaissons depuis la chute du système soviétique, à savoir la présence d'une déferlante libérale qui a envahi le monde entier, à l'exception de la Chine, du Vietnam et de Cuba, mais elle a envahi ce monde entier et elle risque de nuire à l'humanité, comme je vous l'indiquerai tout à la fin, parce qu'on est en présence d'une démesure proprement capitaliste qui risque d'être mortifère pour l'être humain, les êtres humains dans leur ensemble. Alors, pour parler de la démesure, il faut quand même essayer, pour bien comprendre ce qu'il en est, il faut quand même commencer par faire une rétrospective de ce qu'a été le rapport de l'homme à la nature depuis l'Antiquité à nos jours, parce qu'elle a été marquée par des phases successives assez différentes. Alors, je ne voudrais pas développer dans le détail chacune de ces phases, mais je rappelle quand même que dans l'Antiquité, ce qui dominait, c'était le respect de la nature. Alors, avec les stoïciens, c'était le respect de la nature extérieure, sous-entendu, celle-ci était en plus, si vous voulez, régie par des dieux ou une espèce de providence divine. Il fallait donc s'incliner devant elle, et par ailleurs, il y avait aussi, disons, sur un tout autre plan, l'épicurisme avec sa sagesse consistant dans une espèce de maîtrise mesurée, donc de respect de la nature humaine, mais un respect qui impliquait un tri entre ses désirs et, disons, le fait de ne satisfaire que ceux qui ne peuvent ne pas nuire à l'homme. Et en particulier, dans sa troisième catégorie de désirs, il y avait, en dehors des désirs naturels et nécessaires, des désirs naturels et non nécessaires, il y avait les désirs artificiels, dont il se demandait s'ils n'étaient pas nuisibles, bien entendu, à l'homme, de les satisfaire comme ça, inconsidérément. Et on retrouvera cette problématique, paradoxalement, à notre époque, avec les désirs artificiels suscités par le capitalisme contemporain. Bon, ensuite, il y a une autre étape qu'il faut quand même marquer, parce qu'elle est un peu complexe, c'est celle du christianisme, à savoir que on pourrait d'abord croire que, étant donné que la nature, le monde dans son ensemble, et l'homme dans cette nature, est un produit de l'intervention divine, de son intervention créatrice, ce monde doit être fondamentalement respecté. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, tel que la Genèse nous présente cette situation, puisque dans la Genèse, il est dit que la nature est à la disposition de l'homme, et qu'elle est là pour le servir, et donc l'homme n'est pas là, bien entendu, pour la respecter en tant que telle. Par contre, ce qui est en jeu aussi dans le christianisme, c'est son autre aspect, c'est la question de la nature humaine, et par conséquent, celle, disons, liée au péché originel, et donc celle de la maîtrise des désirs, des aspirations, etc., des besoins, qui pourraient porter atteinte aux autres êtres humains. C'est un peu le sens du précepte de l'évangile, à savoir, aime ton prochain comme toi-même. Je passe ensuite directement à quelqu'un qui n'est pas très connu sous cet aspect-là, parce qu'il est connu bien entendu par ailleurs, c'est Descartes dans le discours de la méthode, 5e et 6e partie, et je vous rappelle que Descartes, dans cette partie-là, s'en prend à la philosophie spéculative, enseignée dans les écoles, et qu'il préconise une philosophie rationnelle, fondée sur la raison, et aussi, il faut le savoir, il préconise un développement des sciences et des techniques qui lui paraissent susceptibles d'améliorer le sort de l'être humain. On connaît tous la formule, à savoir qu'il faut que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature. C'est bien une maîtrise, mais vous remarquerez que la formule c'est comme, non pas maître directement, mais comme maître et possesseur de la nature, ce qui introduit une nuance, c'est-à-dire une mesure dans cette maîtrise de la nature. Ceci dit, une fois qu'on a bien compris qu'il y a une mesure dans cette maîtrise de la nature
par le développement des sciences et des techniques, et bien entendu profitable au bien de l'homme, à son bonheur, et c'est dans cette perspective, bien entendu, qu'il faut se situer. Et en particulier, s'agissant de la médecine, il a été capable de dire que malgré son dualisme de l'esprit et du corps, que les interventions sur le corps par la médecine pouvaient améliorer le psychisme humain, disons pour aller vite, et que la médecine, par conséquent, les progrès de la médecine étaient bien plus utiles à l'homme que toutes les leçons de sagesse. Voilà. Alors, ce rationalisme-là, vous voyez, favorable aux sciences et aux techniques, on va le retrouver au XVIIIe siècle, dans la philosophie des Lumières, d'une manière importante, fondamentale, où à la fois la raison théorique et la raison pratique se mêlent. C'est le cas en particulier de Condorcet, qui a magnifiquement milité pour l'union de ces deux raisons, un développement des sciences et des techniques, mais accompagné, bien entendu, d'une culture morale qui permettrait de la maîtriser et de la mettre au service de l'humanité tout entière. Je n'en dis pas plus, mais on a là, bien entendu, une perspective mesurée et bienfaitrice pour l'humanité sur le développement des sciences et des techniques. On n'est pas du tout dans la démesure. Malheureusement, va apparaître le siècle suivant, donc le 19e siècle, avec ce qu'il faut bien appeler, avec Karl Marx, parce que c'est lui qui l'a le mieux analysé et le mieux critiqué, avec bien entendu l'apparition du capitalisme et de sa démesure propre. Marx en a fait une analyse remarquable, en montrant comment le capitalisme reposait sur un développement des forces productives, qui allait en quelque sorte à l'infini, et qu'il était mu par le profit que cette production rapportait aux propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, mais qu'il entraînait parallèlement l'exploitation des travailleurs, et donc leur misère sociale, économique, sociale, mais aussi culturelle et psychologique. Tout ça, c'est présenté chez Marx. Et en même temps, il a aussi souligné, d'une manière étonnante, ce qui n'était pourtant qu'embryonnaire en son temps, la démesure capitaliste, au sens où ce mode de production s'étend à l'ensemble de la planète, et va bien entendu propager ses valeurs mercantiles un peu partout, tout en même temps, parce que Marx n'est pas un critique, si vous voulez, systématique et aveugle du capitalisme, tout en permettant aux nations de s'interconnecter et de créer une espèce d'unité mondiale, si vous voulez. Mais cette unité mondiale, si vous voulez, qui n'était qu'embryonnaire, elle se paye aussi de la valorisation, bien entendu, de la production, du profit, et donc de l'exploitation des êtres humains qui va se propager à l'échelle de la planète entière. Bon, ça c'est le siècle de Marx, et on va pouvoir alors envisager ce qui va se passer à la fin de ce siècle, si vous voulez, et puis après au siècle suivant. Alors, les choses sont là un petit peu, disons, je dirais, compliquées, parce qu'il y a plusieurs points de vue sur ce siècle. Il y a d'abord un point de vue qui est inspiré tout simplement des deux guerres mondiales, de la réalité de ces deux guerres mondiales, qui ont fait du XXe siècle un siècle terrible dans la première moitié de sa partie, si vous voulez. Et ces deux guerres mondiales ont fait des millions de morts, bien entendu. Elles ont été développées, entretenues, comment dire, augmentées par le développement des sciences et des techniques militaires, cette fois-ci, mais fondées sur la technique tout court. On a aussi assisté à cette démesure propre qui a été le nazisme, avec son antisémitisme et son racisme, et sa volonté impérialiste à l'échelle du monde. C'est une démesure terrible, si vous voulez, bien entendu. Et cette démesure a été telle que on ne le sait pas assez. Quelqu'un comme Freud a été capable d'en parler très tôt, dès le début de la Première Guerre mondiale, en 1915, dans un débat avec Einstein, qui est tout à fait remarquable. Et dans ce débat, il a l'occasion d'indiquer que pour lui, ce qui se passe, et dont il commence à être le spectateur en quelque sorte atterré, ce qui se passe peut s'enraciner dans les pulsions humaines.
non seulement dans la pulsion de vie, qui est une pulsion positive, ou l'instinct de vie, mais dans la pulsion de mort, ou l'instinct de mort, qui est d'abord retourné contre l'être humain, et qui ensuite se retourne vers l'extérieur et devient une pulsion mortelle par rapport aux autres, une pulsion destructrice. Et il en arrive, quelqu'un comme Freud, à se poser la question de savoir comment on va pouvoir échapper aux effets de la pulsion de mort tels qu'ils sont en train de se manifester. Alors, il aura une vision correctrice, positive, optimiste, si vous voulez, plus tard, dans Malaise dans la civilisation. Il ne renonce pas au fond de nature, si vous voulez, démesurée au niveau de l'agressivité ou de la pulsion de mort qu'il a élaborée dans le cadre de sa théorie, mais il envisage que la culture, avec ses règles morales, puisse aider les êtres humains à réprimer leurs pulsions et à les sublimer. Ce qu'on retiendra, c'est fondamentalement l'idée de morale qui permet, par ses règles, de maîtriser la démesure potentielle qui pourrait exister en l'homme, au dire même, en quelque sorte, de quelqu'un comme Freud. Bon. Parallèlement, il y a eu aussi, il faut le savoir, vous voyez, c'est autre chose, il y a eu une démesure, cette fois-ci, qu'on pourrait dire réactionnaire, parce qu'elle se situe dans une optique qui n'a rien à voir avec le progrès des sciences et des techniques. Cette démesure, on la retrouve d'abord chez quelqu'un comme Nietzsche, avec son idée que l'homme est mu par une volonté de puissance infinie, laquelle va se traduire par une opposition à ceux qui dominent du fait de leur forte volonté de puissance et de leur force de puissance, vis-à-vis des dominés, du fait de leur faiblesse, de leur volonté de puissance et de leur puissance tout court, et donc c'est une démesure qui va entraîner un rapport de force abominable entre les forts et les faibles, et la nostalgie, tenez-vous bien, de l'esclavage antique que l'on trouve clairement dans la philosophie politique de Nietzsche, malgré l'intérêt de sa philosophie par ailleurs. Ensuite, il y a le cas au siècle suivant, de quelqu'un comme Heidegger, dont j'ai eu l'occasion de parler, déjà de signaler à la fois, disons, l'intérêt dans un premier temps quand on le rencontre, et puis après, disons, le non-intérêt, parce qu'on s'aperçoit qu'il est dans une espèce de scolastique philosophique qui est relativement creuse. Or, surtout, par rapport au sujet qui est le mien, on trouve chez quelqu'un comme Heidegger une critique systématique des sciences et des techniques qui est à l'opposé radicalement de la perspective qu'offrait la philosophie des Lumières, et il le fait dans des termes qui sont liés à sa propre philosophie, tout simplement, des termes que je n'accepte pas du tout. Il a une vision de l'être qu'il sacralise, et il prétend que la science et les techniques réduisent l'être à ce qu'il appelle des étangs, donc des objets que la science peut connaître et qu'elle peut manipuler techniquement, et que du coup la science aliène l'homme en lui faisant oublier la question de l'être, tout simplement. Vous voyez, ce faisant, il sous-estime complètement l'apport positif des sciences et des techniques quand elles sont maîtrisées au bonheur concret de l'être humain, qui ne se situe pas simplement dans la nostalgie, bien entendu, de l'être et de la méditation sur lui, qui peut même déboucher sur le silence. Et on se souviendra comme exemple, pour illustrer mon propos, un exemple concret, c'est la manière dont il oppose le petit pont de bois sur une rivière et, disons, un pont de fer qui est lié à une usine qui est à côté. Il valorise le petit pont de bois parce qu'il est en harmonie avec la nature, et il critique le pont métallique parce qu'il abîme en quelque sorte le spectacle de la nature, en oubliant que des ponts métalliques, on en a besoin bien souvent et qui peuvent être très utiles à l'homme, ce qui n'empêche pas qu'on puisse aussi admirer la nature et se soucier de sa préservation, ce qui est tout à fait autre chose, si vous voulez. Alors, j'en arrive du même coup, disons, à la seconde partie du XXe siècle, parce que cette partie-là, elle est, je dirais, double. D'abord, on assiste quand même à un progrès social inspiré par ce qu'on appelle la social-démocratie en Europe, incontestable, si vous voulez, donc avec une amélioration économique, sociale et politique du sort du peuple travailleur, de la population tout entière. Et là, on n'est pas dans la démesure, on est dans un capitalisme qui est maîtrisé,
et dont les effets destructeurs donc sont empêchés, hein, sont inhibés, hein, et par conséquent c'est un capitalisme, si vous voulez, réformé, bien entendu, à la manière de Jean Jaurès, hein, quand il préconisait, disons, un réformisme révolutionnaire, hein, un réformisme, hein, c'est-à-dire une transformation du capitalisme par étapes successives et démocratiques, hein, qui allait améliorer le sort de la population tout entière. On a connu ça, si vous voulez, hein. Sauf que il y a quelque chose d'important qui va survenir à la fin du XXe siècle et qui va nous mettre en présence, cette fois-ci, d'une démesure invraisemblable aux plusieurs aspects, et cet événement, c'est la chute du mur de Berlin, hein, c'est-à-dire la fin du système soviétique, hein, qu'on a assimilé à tort, je vous le dis tout de suite, hein, à un système communiste qu'il n'était pas. Hein. Mais on l'a assimilé à tort, et du même coup, si vous voulez, ce système s'est écroulé avec ses défauts, bien entendu, et comme il a été assimilé à du communisme, eh bien, on a assisté en Occident, si vous voulez, dans les pays qui ont échappé à la tutelle soviétique, hein, qui n'étaient plus là, eh bien, on a assisté à un déni complet de l'idée communiste ou de l'idée socialiste, hein, et à une valorisation totalement acritique du capitalisme, du bien acritique, sous sa forme libérale et même néolibérale. On a assisté à une déferlante libérale dans le monde capitaliste, en particulier européen, ce qui a entraîné des catastrophes invraisemblables. Alors d'abord au niveau économique, social, hein, et politique, hein, à savoir que par exemple, on a assisté à une paupérisation des classes populaires et des classes moyennes, hein, en France, en Allemagne et dans les ex-pays de l'Est, si vous voulez. Hein. Et on a assisté aussi alors à une déferlante libérale idéologique dans ces ex-pays de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie, avec une démesure invraisemblable, d'une part un capitalisme outrancier, une aggravation des inégalités sociales, mais aussi la présence d'une restriction des libertés, une espèce de néofascisme, disons, rampant, hein, qu'on trouve donc en Hongrie et en Pologne, avec l'aide, hein, d'une extrême droite qui s'appuie sur une église complètement réactionnaire, en particulier dans le domaine des mœurs. Hein. On est là, bien entendu, dans une démesure, hein, dont il faut prendre la mesure, hein, intellectuellement, hein, mais dont il va falloir aussi critiquer, hein, et défaire la démesure. C'est ce à quoi je vais m'attacher dans les propos qui vont suivre. Hein. Parce que cette démesure va entraîner d'abord une première conséquence qui est absolument terrible, hein, c'est que, en dehors de la médiocrisation de la vie, hein, auquel nous assistons, avec la multiplication de ce que Épicure précédemment appelait les besoins artificiels, hein, c'est-à-dire le consumérisme, la marchandisation, hein, les biens matériels, etc., on assiste tout autant, et ça c'est encore plus grave, si vous voulez, parce que ce n'est pas simplement anthropologique au sens éthique du terme, hein, mais parce que ça menace l'espèce humaine dans son existence, on assiste à une dégradation de la nature qui est en train de mettre l'aventure humaine, hein, dans la direction, hein, d'une disparition de l'humanité. Tous les scientifiques le disent, hein, le productivisme à outrance, les dépenses d'énergie sont en train d'abîmer la planète, dont l'effet premier, par exemple, est le réchauffement climatique, hein, qui, s'il continue sous cette forme, hein, dont s'il n'est pas maîtrisé et mesuré, si on n'en prend pas donc la mesure, hein, pour répéter mes formules, risque d'aboutir, hein, c'est prévu, hein, à la mort de l'humanité. Alors, je ne suis pas concerné, mes enfants et mes petits-enfants non plus, mais mes arrière-petits-enfants, comme les vôtres, hein, le sont. Donc il faut bien prendre conscience, hein, de cette démesure capitaliste, hein, liée au productivisme industriel, qu'il faut absolument, disons, à la fois analyser scientifiquement, hein, et condamner sur le plan moral. Hein. Analyser scientifiquement, c'est se dire d'où ça vient. Alors, d'où ça vient? On pourrait tenter à nouveau de reprendre la tentation d'une démesure qui serait inhérente à l'être humain, hein, le désir de la consommation, le désir de la puissance, le désir du toujours plus et non pas du toujours mieux, par exemple, etc. Bon,
c'est une possibilité, mais qu'il ne faut pas éliminer, parce qu'à ce moment-là, si on l'élimine alors qu'elle existe, on s'empêche de la combattre, mais il faut aussi envisager la possibilité que cette démesure est une source proprement capitaliste, liée à la société de classe et aux différentes sociétés de classe. Et il faut savoir que l'être humain n'est pas forcément condamné à être mu par des pulsions agressives comme le prétendait Freud, ou à des pulsions tout simplement antisociales. Nous savons très bien que l'homme a évolué à travers le temps, il a connu l'esclavage, il l'a justifié, et après il a critiqué, il l'a abandonné. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des sources proprement historiques à ces effets négatifs sur l'être humain et sur la nature du capitalisme, qui sont dus au capitalisme en tant que tel. Donc un mode de production qui peut être remplacé par un autre mode de production, à condition, bien entendu, donc on ait compris les causes de cette démesure, et qu'on ait compris à quel point cette démesure à l'égard de la nature extérieure va avoir des effets sur la nature humaine, parce que l'homme dépend de cette nature, bien entendu, extérieure, et qui risque d'en subir les effets catastrophiques quand elle se détériorera, si elle se détériore de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi, bien entendu, avoir conscience que cette prise de conscience ne peut se faire qu'à l'aide d'un sens moral, de valeurs morales, qui implique bien entendu que l'on respecte la nature humaine en soi-même et en autrui, et que ce respect de la nature humaine doit nous engager à une maîtrise des sciences et des techniques. Ce respect que Kant a formulé magnifiquement et que je le reprends complètement à mon compte. Il s'agit donc d'humaniser le développement des sciences et des techniques, de ne les faire croître que dans la mesure où elles sont utiles à l'homme, et c'est ce qu'on appelle la problématique de la décroissance, pour laquelle je suis avant à la caisse, si tu me permets cette formule. La décroissance, c'est pas une décroissance, la décroissance, ce n'est pas une croissance négative, c'est une croissance qui nous ferait revenir en arrière, par exemple. Non, c'est une croissance sélective, qui arrête la croissance dans les domaines où elle est, disons, négative pour l'homme, elle lui est nocive, et qui ne la soutient que quand elle peut être utile aux êtres humains dans leur ensemble. Et alors, ça me permet de rebondir sur une dernière forme de démesure qui nous menace, très rapidement, parce que j'en parle aussi dans mon livre, et je m'appuie là sur des amis qui sont tout à fait d'accord avec moi, comme par exemple Jean-Philippe Catonnet, de l'Union rationaliste, qui, disons, a une conscience extrêmement aiguë de ce qui nous menace à travers ce qu'il appelle, et ce qu'on appelle tout simplement le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, pour aller vite, et pour ne pas déborder sur mon temps de parole, le transhumanisme, ça consiste à partir de l'idée que les progrès inouïs de la science et de la technique, qui sont incontestables, au niveau biologique, au niveau donc médical, vont permettre à l'homme, alors, non seulement, bien entendu, de réparer ce qu'il est, quand il est malade, quand il est victime de handicap, etc., ce qui est le souci tout à fait normal de la médecine fondée sur ses acquis les plus récents, mais un projet qui vise non pas à réparer l'être humain, mais à le modifier, à le transformer et à le produire selon des projets que nous pourrions avoir consciemment. Donc on remplacerait, si vous voulez, l'homme issu d'une relation de procréation naturelle entre un homme et une femme, par un homme qui serait programmé artificiellement par l'intelligence scientifico-technique. Et ça peut donner, par exemple, pour simplifier, éventuellement l'aventure des robots, d'un homme au robot, ce sont des choses qui sont envisagées par les transhumanistes. L'idée de multiplier à l'infini, si je puis dire, les capacités humaines par des implants dans le cerveau, par exemple, ce qui est proprement ahurissant. Et puis aussi, alors, par l'idée qu'on pourrait intervenir sur le code des génétiques des futurs enfants, de façon à pouvoir choisir, si vous voulez, leurs caractéristiques futures, soit physiques, soit intellectuelles, soit même psychologiques, si vous voulez. Ce qui consiste, j'en profite pour vous le dire, à vouloir de faire de l'homme une espèce de Dieu
auto-créateur de lui-même, ce qui est proprement aberrant. Parce que qu'il y a quelque chose qu'il faut respecter, c'est aussi le processus naturel de la procréation, qui préserve en quelque sorte la liberté de l'enfant qui va naître. Le philosophe Lysencev, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, disait très justement que la seule liberté que possède l'enfant à naître, et avant même qu'il naisse, si vous voulez, c'est le mystère de sa naissance. On ne l'a pas préconçu comme on préconçoit un objet technique. L'être humain, à nouveau, doit être respecté dans sa vie future et anticipé. Il doit être respecté dans sa personne. Et là, je reprends à nouveau le vocabulaire de Kant, parce que c'est un vocabulaire, bien entendu, fondamental et inestimable. Il faut remettre au goût du jour, je le dis en permanence, la morale dans son rapport à la politique, le fait qu'elle doit commander les fins de la politique et non seulement maîtriser ses moyens, et que la politique doit s'inspirer de ces fins dans une perspective, disons, humaine universaliste, au service de l'égalité et de la liberté des hommes, sous-entendu de la liberté et l'égalité de tous les hommes, comme le voulait, bien entendu, quelqu'un comme Rousseau, son contrat social, et projet qui est au cœur de la Révolution française, sauf que ce projet s'en est tenu au plan, disons, politique, et qu'il faut l'étendre à tous les plans, dont le plan dont je vous ai parlé, à savoir la vie concrète de l'être humain dans un univers scientifico-technique et économique dominé par le libéralisme. Donc, vive la morale pour prendre conscience de notre démesure actuelle et y trouver un remède efficace. Merci.